Okay, I'll welcome you to the second session of this afternoon, the last session. And our first speaker, is a doctoral student here at Paris, Charlotte Fernandez, who will be talking about la culture écrite à Aymar, entre les branches moyens et les branches récentes, rupture, continuité et biais documentaire. Thank you. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier Dominique Charpin pour l'organisation de ce colloque, mais aussi pour m'avoir accueilli avec son équipe dans le programme PCEHM. Cet accueil a compté à plusieurs titres. Il m'a permis d'effectuer 2 années d'ATER au Collège de France, dans des conditions de travail précieuses pour l'avancement de ma thèse. Il m'a aussi conduite à finalement élargir mon horizon chronologique, parce que travaillant principalement sur le bronze récent, j'ai ainsi été amenée à revenir vers le bronze moyen et à interroger plus directement les formes de pouvoir qui s'y donnent à voir. Donc, l'essor des pratiques écrites en Haute-Mésopotamie a profondément transformé les conditions dans lesquelles le pouvoir politique s'exprimait et donc a pu être observé. Lettres, documents administratifs et actes juridiques ne se contentent pas d'enregistrer des décisions. Ils donnent à voir des acteurs, des circuits d'information, des hiérarchies et des formes de gouvernement. Mais cette visibilité n'est jamais neutre. Elle dépend des lieux de production des textes, de leurs usages, de leurs destinataires et des situations qui ont justifié leur rédaction. C'est précisément ce qui rend le cas d'Aymar particulièrement intéressant. Située sur le Moyen Euphrate, la cité apparaît au Bronze moyen à travers une documentation exclusivement extérieure avec la cité de Marie. Or, dans ces textes, aucun roi d'Aymar n'est mentionné. La ville est représentée avant tout par ses anciens qui apparaissent comme les principaux interlocuteurs politiques. À première vue, Aymar semblerait donc offrir l'exemple d'une cité gouvernée par des institutions collectives sans figure royale clairement identifiable. Pourtant, cette image devient moins évidente dès lors que l'on élargit le regard. Dans les sources plus anciennes d'Ebla, Aymar semble déjà disposer d'une autorité locale reconnue sous la forme d'un seigneur N associé aux anciens. À l'autre extrémité de la documentation, les archives locales du bronze récent rendent au contraire visible une royauté émariote pleinement insérée dans les institutions de la ville. Entre ces 2 moments, le silence des archives de Marie pose donc problème. S'agit-il d'une véritable absence de royauté à Aymar au bronze moyen, d'un effet de source produit par la documentation disponible, ou faut-il envisager une autre explication ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur la documentation de Marie, puis examiner le contraste offert par les archives du bronze récent, avant de proposer une hypothèse sur cette invisibilité ponctuelle du roi à l'époque de Zimrilim. Loin de l'image classique d'un despotisme oriental absolu, la culture politique du Moyen Euphrate au bronze moyen se caractérisait par l'importance de prise de décision collective. Dans cet espace, les institutions jouent un rôle essentiel au sein d'une société où les identités urbaines et tribales sont étroitement imbriquées. Yardoumim et Zimrilim se présentaient ainsi comme rois de Marie et du pays des Bédouins, titre qui associe centre urbain et espace tribal. Royauté, tribus et villes doivent donc être comprises comme les composantes d'un même système politique. La ville d'Aymar, comme l'ont montré les travaux de Jean-Marie Durand et Daniel Fleming, appartenait à une véritable communauté euphratique avec des villes comme Abatoum, Toutoul ou Marie, et marquée par la persistance de traditions institutionnelles communes. Pourtant, si plusieurs cités de cet espace ont en effet été le siège d'un pouvoir royal,
le cas d'Aymar devient singulier, puisqu'aucun roi d'Aymar n'y est mentionné dans les sources de Marie, y compris dans des contextes où on pourrait normalement s'attendre à le rencontrer, comme dans la correspondance diplomatique. Cette absence, que Maurizio Viano relie à l'existence d'une forte tradition de pouvoir collectif, invite donc à déplacer le regard. Si le roi d'Aymar n'apparaît pas, quels acteurs les textes rendent-ils visibles ? Au XVIIIe siècle, Aymar semble fonctionner non pas autour d'un roi, mais autour de ses anciens. La base de données Archibab recense 89 attestations de la cité dans le corpus Mariotte. Parmi elles, 3 lettres mentionnent les anciens dans des contextes particulièrement significatifs. Dans FM 7.7, le roi d'Alep, Yarimlin, dont Aymar dépend, convoque les anciens de la cité et leur ordonne d'expulser définitivement des rois rebelles sous la menace d'une intervention conjointe d'Alep et de Marie. Dans une affaire diplomatique de premier plan, ce sont donc les anciens et non un roi local qui apparaissent comme les interlocuteurs du pouvoir d'Alep. Le contraste avec la suite du texte est d'autant plus frappante que le roi de Carchemish y est lui aussi explicitement mentionné parmi les interlocuteurs convoqués par le roi d'Alep. Autrement dit, là où Carchemish est représenté par son roi, Aymar apparaît uniquement à travers ses anciens. ARM 3410 offre un second exemple. Les gens de Toutoul consultent les anciens d'Aymar au sujet du paiement du sirum, une taxe due ici à Zimrilim. Les anciens répondent qu'eux-mêmes paient cette taxe à 3 rois. Comme l'a souligné Jean-Marie Durand, ce passage révèle les limites de l'autonomie politique d'Aymar, qui reconnaît l'autorité de plusieurs souverains étrangers, probablement les rois d'Alep, de Marie et de Carchemish. Là encore, ce sont les anciens qui formulent la position politique de la cité. Enfin, dans ARM 3442, l'envoyé de Zimrilim, Yatar Kapkab, doit faire charger à Aymar du grain fourni par Carchemish. Sur place, il est confronté aux anciens qui protestent notamment contre le paiement du mixum, un droit de douane. L'affaire concerne donc les relations diplomatiques et économiques entre Marie Carchemish et Aymar, mais elle est prise en charge par les anciens sans intervention d'un roi. Ces 3 textes convergent donc vers le même constat. Là où l'on pourrait attendre l'intervention d'un souverain local, les sources mettent en scène uniquement les anciens. Aymar s'inscrit donc dans un paysage politique où les pouvoirs collectifs occupent une place importante à côté des pouvoirs royaux et sont les interlocuteurs visibles de la cité, notamment dans les affaires diplomatiques, fiscales et économiques. Il faut toutefois rappeler que ce dossier reste très circonscrit. Il repose sur 3 lettres, toutes issues de la documentation de Marie et toutes rattachées au règne de Zimrilim. Leur datation précise reste difficile et la quasi-totalité des lettres mariottes mentionnant Aymar appartient à cette période. Pour les faces antérieures, en particulier sous Sensiadou, nous ne disposons pas d'informations comparables sur les institutions locales d'Aymar ni sur l'existence éventuelle d'un roi. Le dossier ne permet donc pas de retracer une histoire continue des institutions mariottes au bronze moyen. Il offre plutôt un instantané cohérent de la manière dont la cité apparaît dans les sources de l'époque de Zimrilim, non pas autour d'une figure royale, mais autour de ses anciens. Ce constat contraste fortement avec la documentation du bronze récent. Avec les archives locales d'Aymar, la cité n'apparaît plus seulement à travers le regard de Marie, mais à travers ses propres pratiques écrites, dans lesquelles la figure royale devient désormais visible. Les anciens continuent d'apparaître comme les acteurs essentiels à Aymar au bronze récent. Dans les textes juridiques associés à la ville et au dieu Ninurta, ils interviennent dans la gestion des terres publiques, les ventes de champs, de vergers, de biens immobiliers, mais aussi dans certaines procédures liées aux tribus, aux confiscations et aux amendes. Maurizio Viano note que leur désignation récurrente comme anciens de la ville souligne leur rôle de représentants de l'autorité civique. Leur importance dépasse cependant le cadre juridique. Ils participent également aux cérémonies religieuses, notamment lors des installations des prêtresses Nindingir
Emma Chartoux, où ils prennent part aux différentes étapes des processions. Leur présence dans ces textes montre qu'ils s'inscrivent plus largement dans les mécanismes de représentation de la communauté. Ils demeurent aussi des interlocuteurs privilégiés dans les relations avec les autorités extérieures. Déjà dans les textes de Marie, les anciens apparaissaient comme les interlocuteurs privilégiés des puissances étrangères. Cette fonction semble se maintenir sous domination hittite. Plusieurs textes les montrent aux côtés de représentants du pouvoir royal. Par exemple, dans BLMJ 1986, Mahdi Dagan a été racheté puis adopté par un homme nommé Sirou. Cependant, ce nouveau statut a une conséquence importante pour ce dernier. Il devient désormais soumis à l'ilkou, une obligation de service envers les Hittites. Ne souhaitant pas assumer cette charge, Mahdi Dagan porte l'affaire devant les anciens et le surveillant du pays, Ougoula Kalamma, Hari Malik. Celui-ci annule alors l'acte d'adoption et fait rédiger de nouveaux documents. Les lettres royales de Carchemish, siège de la royauté hittite en Syrie, confirment également que le pouvoir hittite reconnaissait certaines décisions prises par les institutions locales, notamment sous l'autorité des anciens et de Ninurta. La lettre TSBR 95, étudiée par Sophie Desmarres-Lafont et Daniel Fleming, illustre bien cette articulation entre autorité locale et pouvoir hittite. Le roi de Carchemish y confirme la décision des institutions locales qui refusaient qu'une maison appartenant à la plaignante soit cédée à une personne extérieure à sa famille. Ainsi, même sous domination hittite, les institutions collectives restent des points de contact essentiels entre la cité et les pouvoirs extérieurs. Si les anciens conservent donc une place centrale, les archives du bronze récent donnent aussi plusieurs souverains d'Emar répartis en deux dynasties, l'une sous la sœur du Mitanni, puis l'autre sous l'influence des Hittites. Dans les textes juridiques, le roi apparaît d'abord comme une autorité intégrée au mécanisme institutionnel de la cité. Sophie Desmarres-Lafont le décrit comme un primus inter pares plutôt que comme un monarque de type babylonien. Dans les ventes de terre, il est souvent cité comme premier témoin, tandis que le transfert de propriété reste accompli par l'institution des anciens, de la ville et de Ninurta. À partir du règne du roi d'Emar Pilsou Dagan, son rôle semble toutefois se renforcer. Il peut alors diriger certaines transactions, intervenir dans des confiscations, des échanges ou des redistributions de terrain liés au palais. Le versement d'une partie des pénalités à l'institution du palais suggère également un accroissement de son poids institutionnel. Le roi est aussi présent dans la sphère religieuse. Lors de la fête du Zoukrou, il participe avec le palais aux offrandes destinées aux 70 divinités de la cité. Il apparaît également dans les rituels d'intronisation des prêtresses Ningir et Machartou, prenant part aux cérémonies ainsi qu'aux banquets rituels. La documentation donne donc l'image d'une royauté intégrée aux institutions civiques et cultuelles d'Emar. En revanche, dans les relations avec les autorités extérieures, le roi reste très peu visible. Comme le souligne Maurice Soviano, contrairement aux anciens, le roi n'apparaît pas comme l'interlocuteur direct des représentants hittites dans les textes conservés. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il était exclu de ces relations, mais que les sources disponibles mettent surtout en scène les institutions collectives. Dominique Beyer conclut alors que le roi d'Emar semble conserver un pouvoir essentiellement local, limité aux affaires internes de la cité. L'image des institutions politiques d'Emar au bronze récent repose sur un vaste corpus produit localement, d'une nature très variée, offrant un accès direct aux pratiques administratives, juridiques et religieuses de la cité. Ce ne sont donc pas des archives royales destinées à mettre en scène l'action du souverain, puisqu'elles n'ont jamais été retrouvées, mais des documents produits dans le cadre des activités ordinaires de la cité. Cette nature documentaire explique en partie l'image du pouvoir que les textes transmettent. Les acteurs institutionnels y apparaissent parce qu'ils interviennent dans les procédures enregistrées, ventes, procès, cérémonies collectives,
Les archives renseignent donc surtout sur les pratiques et les interactions, sans que la fréquence d'apparition d'un acteur reflète mécaniquement son poids politique réel. Ainsi, les archives rendent visibles plusieurs formes de pouvoir, les anciens, la ville, Ninurta, le palais et le roi. Elles montrent une royauté intégrée aux institutions locales, mais non exclusive. Dès lors, la rupture entre bronze moyen et bronze récent ne doit pas être comprise trop rapidement comme l'apparition soudaine d'un pouvoir royal à Aymar. Elle invite plutôt à interroger les conditions documentaires qui rendent ce pouvoir visible ou invisible selon les périodes. Le dossier sur l'existence d'une royauté à Aymar entre les sources de Mari au bronze moyen et Aymar au bronze récent invite d'abord à reformuler le problème. Les textes de Mari ne permettent pas de retracer une histoire continue des institutions d'Aymar au bronze moyen. Ils ouvrent plutôt une fenêtre documentaire brève, centrée presque uniquement et exclusivement sur le règne de Zimri-Lim. C'est dans ce cadre précis que le roi d'Aymar disparaît de la documentation, tandis que les anciens apparaissent comme les principaux interlocuteurs de la cité. Maurizio Viano a bien souligné cette limite, même s'il demeure difficile de déterminer à quelle période la royauté a existé dans l'histoire d'Aymar, les documents de Mari ne peuvent pas être considérés comme une preuve certaine de l'absence de monarchie dans la cité pour l'ensemble du bronze moyen. Puisque les textes mentionnant Aymar concernent avant tout les relations entre Mari et Aymar, l'absence de roi pourrait refléter moins l'inexistence de la royauté que l'importance particulière des anciens dans les relations extérieures, notamment dans un État doté d'une forte tradition de pouvoir collectif. Il faut donc déplacer la question. Il ne s'agit plus de se demander si la royauté a totalement disparu à Aymar au bronze moyen, mais pourquoi le roi d'Aymar est absent des sources du règne de Zimri-Lim. Les cas de Tutul et de Tal Rayum permettront précisément d'examiner comment la documentation mariotte rend visible ou non des figures royales locales dans des contextes voisins. Dans son cours du 19 janvier 2026 au Collège de France, Dominique Charpin a montré que le cas de Tutul permettait de penser la royauté locale non comme une institution stable et continue, mais comme une réalité susceptible de disparaître, puis de réapparaître, selon les configurations politiques. Ainsi, le roi Balrokulim, présenté comme roi de Tutul et du pays des Amnanéens, est attesté dans un contexte d'alliance avec les rois d'Abatum et de Samanum contre Yardumlim. Cette situation change cependant avec l'expansion de Mari sous Yardumlim. Tutul est alors englobé dans le royaume mariotte, au point que le roi de Mari adopte le titre de roi de Mari, roi de Tutul et roi du pays des Bédouins. Ainsi, cela signifie qu'il n'existe plus, à ce moment-là, de roi local autonome à Tutul. Il prolonge ensuite sa démonstration avec le règne de Samsi-Adou. Tutul relève alors de l'autorité du fils de Samsi-Adou, Yasmar-Adou, mais celui-ci semble avoir rencontré des difficultés dans l'administration de la cité. La ville est ensuite placée sous l'autorité de plusieurs gouverneurs, ce qui confirme l'absence d'une royauté locale indépendante. Dominique Charpin montre enfin que la situation se transforme à nouveau sous Zimri-Lim. Contrairement à ce qu'avait pu laisser penser une restitution désormais abandonnée de sa titulature, Zimri-Lim n'est pas roi de Tutul. Ce changement d'interprétation, associé à la présence d'un Razanou, représentant du roi de Mari à Tutul, ainsi que de la lettre ARM 34-102, où il est dit qu'un certain Yab Karlim est entré sur son trône, conduit Dominique Charpin à considérer que Tutul retrouve alors une royauté locale. Le dossier de Tutul permet donc d'établir un modèle de royauté discontinue. Une ville peut avoir un roi propre, perdre cette royauté lorsqu'elle est intégrée à un pouvoir plus large, puis retrouver ensuite un souverain local, ce qui pourrait avoir été le cas d'Aymar sous le règne de Zimri-Lim. Le cas de Tal Rayum permet d'affiner ce modèle et, par comparaison, d'éclairer autrement le silence des sources sur la royauté d'Aymar.
Il rappelle que les recompositions politiques ne passaient pas toujours par des formes d'intégration ou de réorganisation négociée, elles pouvaient aussi se jouer dans la violence. Dans son article consacré aux anciens de Tal Rayoum, Jean-Marie Durand souligne l'instabilité de certaines petites royautés locales sous Imrilim, dont les souverains connaissaient des règnes brefs et des fins parfois plus que brutales. Tal Rayoum en offre un exemple frappant. Ainsi, après une attaque nocturne, la ville est prise, le palais tombe et le roi est tué. Ce sont alors les anciens qui écrivent à Zimrilim pour informer de la situation, demander l'envoi de troupes et organiser la protection de la cité. Michael Guichard propose une lecture plus radicale encore. La mort du roi n'aurait pas seulement été provoquée par une attaque extérieure, mais par la trahison de ses propres sujets. Les anciens auraient même pu jouer un rôle actif dans ce renversement, en laissant entrer les assassins dans la ville. Si cette interprétation est retenue, Tal Rayoum montre que les institutions urbaines pouvaient intervenir directement dans le devenir de la royauté, la soutenir, la contourner ou bien contribuer à sa disparition. Le rapprochement avec Aymar doit rester quand même plus que prudent. Rien ne permet d'y supposer un scénario comparable. Il invite toutefois à envisager une vacance ponctuelle de la royauté durant laquelle les anciens auraient assuré la représentation de la cité, notamment dans ses relations extérieures. Cela expliquerait alors la présence des anciens dans les dossiers diplomatiques, fiscaux et économiques de Marie, tandis qu'aucun roi d'Aymar n'y était mentionné. Il ne s'agirait donc pas d'une disparition définitive de la royauté, mais d'une reconfiguration propre au règne de Zimrilim, où les anciens occupaient seuls la scène politique visible. En conclusion, l'opposition entre bronze moyen et bronze récent ne doit pas être comprise comme une transformation profonde de la structure politique d'Aymar, avec un passage d'une ville dirigée par les anciens à une cité où les anciens partagent le pouvoir avec un roi. Les deux situations documentaires différentes offrent une vision diachronique contrastée. Au bronze moyen, les sources de Marie offrent une fenêtre brève centrée sur le règne de Zimrilim, au cours duquel la ville est sans roi et gérée par des anciens, ce qui ne prouve pas qu'il n'y ait jamais existé au bronze moyen de dynastie royale locale à Aymar. Au bronze récent, les archives locales rendent au contraire visible une royauté émariote insérée dans un paysage institutionnel beaucoup plus large. La question initiale peut donc être reformulée. L'absence de roi d'Aymar dans les sources mariotes renvoie-t-elle à une véritable absence de royauté locale ou un effet de source produit par la documentation disponible? Il faut en réalité articuler ces deux niveaux d'explication. D'un côté, les textes suggèrent bien une reconfiguration du pouvoir à Aymar sous le règne de Zimrilim, marqué par l'effacement ponctuel du roi. De l'autre, l'état de la documentation ne permet ni de mesurer la durée exacte de cette absence, ni d'en déterminer les causes. En l'état, seule la découverte de nouvelles sources permettrait peut-être d'éclairer plus précisément les modalités et les enjeux de cette configuration politique particulière. Je vous remercie.